Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un vrai casse-tête, celui de l'industrie nucléaire. Imaginez un peu, comment on fait pour garder des compétences ultra pointues, hyper précieuses, pour un marché qui a l'air à la fois sur le déclin et en même temps peut-être sur le point de renaître de ses cendres? C'est ce paradoxe qu'on va décortiquer ensemble. Alors voilà, la grande question, celle qui doit vraiment donner des mots de tête aux dirigeants du secteur. C'est un véritable numéro d'équilibriste, vous savez, entre gérer le présent et parier sur un avenir qui est tout sauf certain. Comment est-ce qu'on fait pour préserver des savoir-faire essentiels quand on n'a aucune garantie qu'ils serviront demain? C'est toute la problématique. Et voilà, on touche au cœur du problème. D'un côté, on a une industrie qu'on pourrait qualifier de mature, voire vieillissante, avec une demande qui s'est effondrée. Et de l'autre, ça reste un secteur de pointe, avec une main-d'œuvre incroyablement qualifiée qui détient peut-être une des clés de notre futur énergétique. C'est cette tension, ce grand écart permanent qu'on va explorer. Bon, pour bien comprendre comment on en est arrivé là, il faut faire un petit retour en arrière. On va commencer par regarder l'histoire de ce déclin, ou du moins de cette phase de maturité. Et pour ça, on va utiliser un modèle assez connu, la courbe en S de Foster. L'idée est toute simple en fait. Imaginez une nouvelle technologie. Au début, les progrès sont fulgurants, ça avance à pas de géant. Et puis, petit à petit, ça ralentit. Il faut investir beaucoup plus d'efforts pour des gains de plus en plus minimes. C'est là que la technologie arrive à maturité, sur une sorte de plateau. Ce graphique, c'est l'illustration parfaite de ce phénomène appliqué au nucléaire. On voit l'évolution de la puissance maximale des réacteurs entre 1960 et 1980. Regardez bien, dans les années 60 et 70, c'est l'explosion. On passe de presque rien à plus de 1400 MW. C'est énorme. Et puis, pouf, la courbe s'aplatit complètement. Les progrès deviennent vraiment marginaux. C'est le signe que la technologie a atteint son plateau. Et bien sûr, ce plateau technique a eu un impact direct sur le marché. Regardez un peu ces chiffres, c'est assez parlant. On est dans les années 90, le nombre de nouveaux chantiers. En 94, 0. 95, 0. On remonte un peu, et puis 98, encore 0. C'est brutal. C'est la preuve par les chiffres que la demande s'est tout simplement effondrée. Mais alors, pourquoi un tel coup de frein? En fait, c'est un mélange de plusieurs choses. Au début, il y a eu un vrai boom, porté par la crise pétrolière. Mais ensuite, il y a eu les accidents. 3 Mile Island, Tchernobyl, ça a complètement changé la donne. L'opinion publique s'est retournée, ajoutez à ça la chute des prix du pétrole et du gaz, qui a rendu le nucléaire moins intéressant économiquement, et la montée en puissance des mouvements écolos. Bref, vous avez le cocktail parfait pour stopper net le développement de nouvelles centrales. Ok, on a parlé de la technologie, du marché. Mais maintenant, on va s'intéresser aux facteurs humains. Et c'est là vraiment que le paradoxe est le plus frappant. Parce que les gens qui travaillent dans cette industrie, c'est à la fois son plus grand atout et son plus grand risque. Alors, qui sont ces gens? Faisons un petit portrait robot. Premier chiffre, et il est important, l'âge moyen, plus de 40 ans. Ça nous dit quoi? Que c'est une main-d'œuvre très expérimentée, certes, mais aussi une main-d'œuvre qui vieillit. Ensuite, deuxième chiffre, en moyenne, on a 18 ans d'ancienneté. 18 ans, c'est énorme. Ça veut dire qu'on a affaire à des gens qui ont une expertise incroyable, un engagement sur le très long terme. Ce ne sont pas juste des employés, ce sont littéralement la mémoire vivante du secteur. Et pour finir, le taux de rotation du personnel est très bas, à peine 2,4%. À première vue, on pourrait se dire « super, c'est stable ». Et c'est vrai. Mais c'est aussi le revers de la médaille. Ça veut dire qu'il y a très peu de nouvelles têtes qui arrivent. Et là, forcément, ça pose la question cruciale du renouvellement et du transfert des compétences. Et c'est bien là que le bad blesse. Il y a cette citation de Prahlad et Hamel qui dit tout. Contrairement à une machine qui s'use, une compétence, elle, se renforce quand on l'utilise et qu'on la partage. C'est exactement comme un muscle en fait. Si on ne s'en sert pas, il s'atrophie. Alors sans nouveaux grands projets, comment on fait pour entretenir ce savoir-faire? Le risque, c'est qu'ils finissent par disparaître, tout simplement. Et tout ça, ça nous amène au cœur du sujet, le dilemme du manager. Un choix quasiment impossible, une équation insoluble à laquelle ils font face tous les jours. Ce visuel résume tout. On a deux forces qui tirent dans des directions opposées. D'un côté, la pression économique, la nécessité de réduire les coûts dans un marché qui ne décolle pas, et de l'autre, l'impératif stratégique de préserver les compétences clés au cas où, pour l'avenir, c'est le grand écart permanent. Et concrètement, dans les décisions de tous les jours, voilà ce que ça donne. Regardez ce tableau. Pour réduire les coûts, la logique voudrait quoi? On embauche le moins possible, on coupe les budgets formation, on licencie. Logique. Mais, pour préserver les compétences, il faudrait faire tout le contraire. Embaucher pour assurer la relève, former et surtout ne pas laisser partir les gens. C'est un casse-tête infernal. Alors comment on sort de là? C'est une bonne question. Des solutions ont été imaginées pour essayer de résoudre cette contradiction. L'idée, c'est d'agir sur deux fronts en même temps. D'un côté, la gestion des ressources humaines et de l'autre, la stratégie globale de l'entreprise. La feuille de route est donc en 2 étapes.
D'abord, il faut réinventer la gestion des ressources humaines. Et ensuite, il faut diversifier la stratégie de l'entreprise. Voyons ça plus en détail. Pour la partie RH, l'idée, c'est de changer complètement de logiciel. Au lieu de voir la masse salariale comme le coût à réduire à tout prix, alors qu'en fait elle ne pèse que 5 à 13% des coûts d'une centrale, on se concentre sur autre chose. On met en place des solutions plus malignes, comme des équipes de maintenance nomades qui tournent sur plusieurs sites pour être plus efficaces. On continue à recruter un tout petit peu, juste ce qu'il faut pour éviter un trou entre les générations. Et surtout, on sanctuarise les budgets de formation, parce que leur coût est finalement assez faible par rapport à leur importance stratégique. Et côté stratégie, il faut aussi être inventif. Ça peut vouloir dire, par exemple, aller chercher de nouveaux contrats pour des réacteurs, même s'ils ne sont pas très rentables. L'objectif n'est pas le profit immédiat, mais de garder les équipes actives, de maintenir les compétences en vie. C'est un investissement pour l'avenir. Ça veut dire aussi innover, développer des réacteurs plus petits, moins chers. Et puis surtout, se diversifier. Aller vers des métiers cousins, comme le recyclage du combustible, le démantèlement des anciennes centrales, ou même la construction d'usines de dessalement. Ce sont des domaines qui font appel aux mêmes compétences en gestion de projets complexes. D'accord, mais comment ces deux axes, RH d'un côté et stratégie de l'autre, s'articulent? C'est là que ça devient intéressant, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Ce schéma, il nous montre une sorte de cercle vertueux. Regardez, la stratégie de diversification, les nouveaux projets, tout ça, ça crée du travail, des opportunités. Du coup, ça justifie de ne pas couper dans les effectifs et d'investir dans les gens. Et inversement, le fait d'avoir une gestion des ressources humaines intelligente, avec des équipes mobiles, bien formées, ça rend ces nouveaux projets possibles. En bref, la RH permet la stratégie et la stratégie donne un sens à la politique RH. L'un nourrit l'autre. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est ce changement de perspective. La solution, pour cette industrie, c'est de cesser de voir sa main-d'œuvre comme une simple ligne de coût à optimiser, mais plutôt comme son atout stratégique numéro 1, un capital à préserver et à développer. C'est un pari, bien sûr, un pari sur le long terme, un pari sur sa propre renaissance. Et ça nous laisse avec la question finale. Au moment où le monde entier s'interroge sur son avenir énergétique, entre le climat et les besoins croissants, ce pari à haut risque, ce pari sur l'humain, sera-t-il payant? Est-ce que c'est ça la clé qui permettra à l'industrie nucléaire de revenir au premier plan? L'histoire n'est pas encore écrite.